Alors j'aimerais juste revenir un petit peu sur les raisons de cet oubli et pourquoi est-ce qu'on a peu de traces. Donc il faut savoir qu'on a des archives à peu près régulières, elles sont jamais complètes les archives bien évidemment, mais on a des archives à peu près régulières concernant la prison et concernant son activité, entre sa création donc en sa mise en service en 1857 et jusque en 1934, date à laquelle elle va être fermée. Alors on retrouve pour cette période différents types de documents, notamment des registres d'écrou, donc où on a ces grands livres, où on a l'identité de chaque prisonnier qui passe, qui est décliné, et les raisons pour lesquelles il est là, ses dates d'entrée, ses dates de sortie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, de restrictions budgétaires, on va fermer tout un tas de prisons au début des années 30 et on va refondre la carte judiciaire. Et donc la prison d'Autun va être fermée et va servir entre 34 et 39 d'un lieu de dépôt, de cellule de garde à vue, si vous voulez, pour la gendarmerie. À partir de 39, le conflit avançant, on a quelques traces qui nous disent qu'effectivement le département essaie de se renseigner si la prison pourrait fonctionner, si des convois pouvant transporter des prisonniers peuvent accéder à Autun, notamment depuis Mâcon où il y avait la prison, une des prisons centrales. Donc on voit qu'on commence à se réintéresser à cette prison à ce moment-là. Et en fait, ce qui va se passer, et maintenant on a pu dernièrement retrouver des traces plus précises dans les archives, c'est que à partir du moment de l'occupation, les autorités allemandes, à compter de juin 40, vont prendre possession de la prison. Donc ils vont utiliser cette prison. Alors, on utilise le terme de prison politique, c'est pas toujours le bon terme, parce que qu'est-ce qu'une prison qui ne serait pas politique? Mais en même temps, c'est montrer que voilà, c'est l'enfermement qui a été fait à l'époque était hors des schémas pénaux. On n'était plus dans le système de droit ou juridique, c'était vraiment l'arbitraire de l'armée allemande. Et donc, suite à des arrestations, on a enfermé ici à la fois des gens pour plus tard fait de résistance, mais également toutes les personnes qui essayaient de fuir, notamment la région parisienne, puisqu'il faut vous rendre compte qu'ici on est à 30 km donc au nord de la ligne de démarcation, qui va se trouver à peu près au niveau de Chalon-sur-Saône, ce qui fait que le département lui-même est coupé, et toutes les personnes qui essayaient de fuir pour aller en zone libre étaient parfois malheureusement rattrapées dans les forêts, un peu comme ce qu'on raconte de ce jeune officier Youssef, qui a donc déserté l'armée en déroute, et ce sont des paysans, alors c'est aussi intéressant de le remarquer, c'est pas un contrôle de police, c'est des paysans qui l'ont trouvé dans la forêt, et ça leur a visiblement trouvé un peu bizarre de trouver un militaire marocain dans la forêt, et donc ils l'ont livré aux Allemands. Choses qui sont arrivées régulièrement, et donc beaucoup de populations aussi, de populations juives qui essayaient de fuir, ont été arrêtées et envoyées à la prison d'Autun, avant d'être envoyées la plupart du temps, soit à Chalon, soit à Dijon, et parfois vers des centres de transit et jusque donc au camp de la mort en Allemagne. Alors, ce qu'on retrouve effectivement, c'est que les Allemands auraient géré cette prison à partir de juin 40, mais ce qui m'a étonné aussi de trouver dans les archives, et là-dessus je n'avais aucun élément en ma possession, c'est qu'en fait on s'est mis à ouvrir tout un tas de lieux d'enfermement des populations à ce moment-là, notamment à partir de 41, où on va ouvrir à Margène, dans un petit hameau entre ici et Montelon, à 5 km d'ici, un camp d'internement pour les populations nomades du département. Il y a donc un arrêté de rassemblement des nomades, c'était le terme que l'on utilisait, un arrêté qui vient donc de la sous-préfecture d'Autun et qui ordonne de rassembler tous les nomades dans ce camp de Margène. Donc c'était un camp de barbelés dans lequel on a concentré toutes les caravanes, enfin à l'époque les roulottes à cheval des populations du voyage, et on les a internés jusqu'à la fin de la guerre dans cet endroit. Moi, j'ai été très étonné de découvrir ça, puisqu'ayant grandi ici, je pensais qu'il en resterait quelque chose dans la mémoire collective. Mais il faut se rendre compte que Margène, c'était un tout petit hameau minier, à l'abri des regards. En fait, c'est un lieu de barbarie qu'on a dissimulé aussi au regard des habitants d'Autun. Et donc, on a pu retrouver sa trace. Et c'est aujourd'hui l'un des éléments de notre travail, c'est d'essayer de recollecter une mémoire à partir de l'histoire de ce camp et d'essayer de comprendre ce qu'il a pu s'y passer. Et alors en même temps, donc pendant que les Allemands gèrent cette prison d'Autun, on va également réouvrir une prison de droit commun en 1942, et notamment au cloître des Cordeliers. Alors je ne sais pas si vous voyez quel est ce bâtiment. C'est un bâtiment qui était à l'église, qui est juste au-dessus de... vous êtes sur la place du Champ de Mars,
il y a les grilles qui donnent sur l'ancien hôpital. C'est un bâtiment qui va se trouver juste au-dessus, un peu en arrière de la place, et donc dans lequel on va se mettre à renfermer les gens, alors pour différentes raisons, pour les raisons ordinaires, hein, qui étaient par exemple les vols, les délits ordinaires, et puis on va se mettre à enfermer les gens aussi. Et là, on retrouve à partir de 42, si vous voulez, quand ils réouvrent cette prison, les registres d'écrou dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, cette prison-là, on va pouvoir retracer un peu les personnes qui y sont passées. Et il y a aussi, donc, puisque la circulation de nomades était interdite à cette époque-là. Et donc, on va retrouver tout un tas de nomades qui vont être internés à ce moment-là. Et puis ensuite, notamment dans les années 44, beaucoup d'activités terroristes. Hein. Donc, soit pour des vols à main armée, des braquages qui sont faits dans les bureaux de tabac, dans les bureaux de poste par des membres de la résistance ou du sabotage notamment de voies ferrées. On va retrouver une bande d'adolescents, par exemple autour de Guignon, 7 ou 8, qui vont saboter des voies ferrées par là-bas. On va retrouver également des membres de la FTP Moy, la FTP, donc ce sont les francs-tireurs partisans, donc les maquis de résistance communistes. Et FTP Moy, c'était ceux de la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre internationale. Et donc peut-être le groupe Manoukian, ça vous dit quelque chose, l'affiche rouge. Voilà, donc on retrouve aussi du côté de Montceau-les-Mines des groupes de la FTP Moy qui vont être à ce moment-là enfermés à Autun, la plupart du temps avant d'être envoyés en fait devant les juridictions spéciales qui étaient à Dijon. Donc il faut savoir que avant, ça dépendait donc de Mâcon administrativement ou du tribunal de Chalon-sur-Saône. Comme on se retrouve à ce moment-là en zone occupée, il y a une réorganisation administrative puisque Mâcon est en zone libre, Autun est en zone occupée. Et il s'agit en l'occurrence d'une section de la Feldkommandantur qui était donc les autorités administratives allemandes qui étaient basées à Dijon. Et donc, il y avait dans ce cadre-là ce qu'on a appelé les sections spéciales, c'est-à-dire si vous voulez, des cours, des tribunaux extraordinaires pour juger donc des faits qu'on qualifiait à l'époque d'antinationales ou d'antinationaux. Et donc, on va retrouver un certain nombre de personnes. Souvent, ils vont passer à Autun quelques jours, 1, 2, 3, 4 semaines avant d'être envoyés donc, et d'être jugés vers ces sections spéciales. Alors là, encore une fois, ces traces-là où on a des registres de Crous sont les gens qui vont passer devant les tribunaux. Et donc, on a une trace administrative et notamment judiciaire de leur passage. Mais on a tout le problème, en fait, il y avait les gens qui étaient donc condamnés ou en voie d'être condamnés, mais il y avait aussi toutes les personnes qui vont être internées administrativement. Et l'internement administratif, là, ne passe plus du tout par les cases judiciaires, mais par les cases administratives. C'est sur décision du préfet et non pas décision d'un juge. Ce qui fait que toutes ces personnes-là, l'internement administratif a touché beaucoup de gens, notamment ça a été le cas des militants communistes, puisque le Parti communiste a été dissous au début de la guerre, et à partir de sa dissolution, le simple fait d'appartenir ou de differ un tract qu'on pourrait identifier comme communiste pouvait amener à des internements administratifs. Internements où la plupart du temps, les gens commençaient par la prison d'Autun avant d'être internés dans d'autres lieux particuliers. Il y en a eu plusieurs, des camps d'internement en Saône-et-Loire, et puis parfois aussi étaient pour les faits de communisme condamnés à mort à Châlons. Et parfois, ces condamnations à mort étaient commuées en déportation, donc vers les camps de la mort. Donc, on essaie en fait, à partir des parcours individuels qu'on essaie de reconstituer, de comprendre un petit peu quels ont été les trajets qui ont emmené les gens vers l'Allemagne, de comprendre le parcours administratif. Et les gens, souvent, ont travaillé eux-mêmes sur l'histoire de leur famille, ont essayé de remonter l'histoire de leurs aïeux. Et le trou qu'il manque à chaque fois, et on a été contacté plusieurs fois pour ces raisons-là, c'est la prison d'Autun, puisqu'il n'y a aucune trace. Alors, j'ai pu retrouver des traces, notamment aux archives nationales. Alors, c'est toujours comme ça, les archives, en fait. On a l'information toujours par un détour. Dès qu'on se met à chercher quelque chose, on ne le trouve pas. Et puis, quand on se met à arrêter de chercher, il y a des choses qui réapparaissent. Et donc, en fait, en trouvant un fonds très particulier d'une jeune femme belge qui va être missionnée par son gouvernement en 1951, juste après la guerre, pour justement essayer de recueillir l'identité de tous les internés et déportés belges qui seraient passés par des prisons françaises. Donc elle envoie à toutes les prisons de France des informations, elle veut savoir si des Belges sont passés par là. Et à Autun, on lui répond, qu'on retrouve effectivement 2 Belges dans ces registres d'écrou dont je vous parlais en 1942, mais que pour tout ce qui concerne la prison qu'on appelait donc la prison allemande, qui est cette prison circulaire, tout aurait été brûlé par les Allemands. Alors, il y a là-dessus des sources un peu contradictoires. Certains disent que tout a été brûlé. On peut considérer que ce qui n'a pas été brûlé par les Allemands a pu l'être aussi par des Français qui ne voulaient pas trop que cette mémoire se diffuse ensuite.
Et puis, mais il y a des historiens quand même qui auraient affirmé à certaines des personnes qu'on est allé rencontrer qu'il existerait à Dijon un fonds d'archives de la Feldkommandantur et donc que peut-être ces registres existeraient. Alors ce qui nous amène à cette piste, c'est notamment que sur les dossiers de déportés, et notamment l'un qu'on a pu consulter en allant faire un entretien avec la fille de cet homme, on se rend compte qu'en fait les dates d'incarcération et de sortie de la prison d'Autun sont renseignées sur les fichiers de déportés. Les fichiers de déportés, c'est des fichiers qui vont être constitués a posteriori après la guerre pour qu'en fait vous faire reconnaître le statut de déporté ou de résistant. Et donc, il y avait une petite enquête administrative. Tous ces dossiers sont conservés au service historique de la défense de Caen et on peut retrouver visiblement, en tout cas, des dates d'entrée et de sortie de la prison d'Autun dans ces dossiers. Ce qui veut bien signifier que, visiblement, il y a des registres quelque part. En tout cas, on peut peut-être trouver ces informations. Donc, alors, et enfin, pour continuer, on a pu retrouver que la prison allemande, à partir de juin 43, donc je vous expliquais, les Allemands prennent possession de la prison en juin 40, ils ouvrent une nouvelle prison de droit commun au cloître des Cordeliers en 42, et un an plus tard, en juin 43, alors le cloître des Cordeliers, il y a eu pas mal d'évasions, il était assez facile visiblement de retirer les barreaux de ces cellules, du coup, voilà, ils ont arrêté de l'utiliser assez vite, et au bout d'un an, les Allemands n'utilisant plus tellement la prison du Haut, elle va être reprise par l'administration française, qui va donc en refaire une prison de droit commun, mais sans jamais que cela ne cesse d'être utilisé par les Allemands qui vont continuer à enfermer aussi des détenus, notamment en vue de leur internement ou de leur déportation. Donc ça va avoir ce statut mixte, et puis à la fin de la guerre, finalement, la prison va être conservée dans son fonctionnement, et donc ces registres d'écrou qui commencent en 42, ils vont s'arrêter jusqu'à la fermeture définitive de la prison, donc en 1955. Et pourquoi ils avaient fermé la prison d'Autun pour aller au Cordeliers Ils ne l'avaient pas fermée, en fait, puisque c'est les Allemands qui l'occupaient. Mais je suppose qu'avant 1942, il devait y avoir elle devait être, notamment, je pense, avec tous les soldats qui ont dû y être enfermés, et c'est ce que nous raconte Jean Gagnard, il devait y avoir une population carcérale assez importante. Or, dans les années d'après, la plupart des prisonniers, notamment soldats, étant envoyés au Stalag en Allemagne, cela a fait que la prison était de moins en moins usitée. Parce que même s'il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup de déportations, ce sont à des périodes assez précises, et donc elle ne devait pas tourner à plein régime, si je puis dire, à ce moment-là. Ce qui fait qu'ensuite, l'administration française va la récupérer pour la réutiliser comme elle le faisait avant, mais avec voilà, cette utilisation mixte. Alors, juste avant que je passe la parole donc à Monsieur Villard, qui a travaillé sur toutes ces questions, j'aimerais juste vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire, donc en allant rencontrer aujourd'hui des témoins. Alors, la plupart du temps, on a pu commencer à rencontrer... Alors d'une part, les habitants de ce hameau de Margène, sur lesquels était ce camp d'internement de nomades, des habitants qui eux-mêmes appartiennent aux populations des gens du voyage et qui ont été très étonnés d'apprendre l'existence de ce camp à quelques mètres de chez eux. Et donc on essaie de reconstituer cette histoire, même s'ils n'en sont pas les témoins, avec eux, de discuter avec eux les archives et de le faire ensemble. Et en même temps, d'aller rencontrer donc un certain nombre. Alors là, il s'agit de femmes en particulier, dont les parents, parfois le père et la mère, ont été déportés. Parfois sont revenus des camps d'Allemagne, parfois n'en sont jamais revenus. Et certaines de ces femmes ont des souvenirs, elles étaient très jeunes, 9, 10 ou 11 ans à l'époque, mais parfois elles ont pu aller dire un dernier au revoir à leur père à la prison d'Autun. Donc elles ont ce souvenir-là aussi, et ce sont des témoignages évidemment très importants. Et en même temps, c'est faire un travail aussi avec ces femmes, moi-même en leur apportant des archives, qu'on puisse discuter des archives, et que cette mémoire de la déportation puisse être reconstituée de manière un petit peu plus précise, un petit peu plus exhaustive, et notamment de réussir à établir une liste qu'on voudrait la plus exhaustive possible des personnes déportées qui seraient passées par cette prison, pour que cela puisse faire l'objet d'un lieu de mémoire spécifique. Et c'est la discussion qui va se mener aussi avec le musée d'Autun et la Fédération nationale des déportés et résistants, dont la section locale, dont les personnes avec qui je me suis entretenu font partie, je crois, va essayer de faire une demande dans ce sens-là. Mais une demande qui n'est pas si simple, parce que ça va nous demander, et là le travail de Michel Villard va être extrêmement précieux, déjà de comprendre, de savoir parmi les personnes qui habitaient à Autun,
qui a été déporté, et ça on peut le reconstituer même sans les registres par la mémoire locale, mais le vrai problème que l'on va avoir, c'est toutes les personnes, donc, comme je vous expliquais, qui ont pu être arrêtées dans leur exode, notamment de région parisienne, toutes les personnes qui voulaient traverser la ligne de démarcation, n'ayant aucun ancrage local. Si on n'a pas de liste ou de registre, il va être extrêmement difficile de remonter l'identité de ces personnes, à l'exception donc d'un témoignage, d'une personne qui s'appelle Isaac Milman. Ça avait fait l'objet d'un article justement dans le journal de Saône-et-Loire, puisque Isaac Milman justement était en fuite avec sa mère de région parisienne. Ils ont été arrêtés dans les bois autour d'Autun. Ils ont été enfermés tous les deux à la prison d'Autun, et un gendarme a sauvé Isaac, qui avait à ce moment-là 6 ans. Et par contre, sa mère ne reviendra pas d'Allemagne. Et alors, Isaac Milman ensuite est parti se réfugier aux États-Unis, a fait sa vie aux États-Unis, mais il est revenu à Autun et il a voulu revoir cette prison. C'était il y a une petite dizaine d'années, revoir cette prison dont il avait ce souvenir d'enfant, et ça avait fait l'objet de cet article dans le journal de Saône-et-Loire qui racontait cette histoire. Mais aujourd'hui, cette histoire d'Isaac Milman, c'est la seule qu'on ait entre les mains, et donc il y aurait un vrai travail à faire pour essayer aussi de donner une place dans cette mémoire à constituer à ces anonymes que l'on espère qu'ils ne restent pas trop longtemps. Voilà, mais je vous propose, si vous en êtes d'accord, Michel, de venir nous présenter un peu les recherches que vous avez pu mener, et notamment le cadre, ça a fait l'objet de publications dans les années 80. Si vous voulez bien un peu nous expliquer l'histoire de vos recherches. Je n'attendais pas à prendre la parole aujourd'hui. C'était un peu par surprise, j'avoue. C'est ça. Bien, je suis très content aussi de vous avoir écouté, parce que j'ai appris des choses sur la deuxième prison d'Autun, au cloître des Cordeliers. Je n'avais jamais entendu parler de cette prison, et aucun de mes correspondants ou autunois ou autres m'en avait parlé. Où avez-vous trouvé ces... Alors, les premières traces que j'ai pu avoir, c'est justement cette enquête dont je parlais de cette femme belge missionnée par son gouvernement, où là, les autorités, donc le commissariat d'Autun lui répond en disant, il y a donc 2 prisons, la prison qui était place du Champ de Mars au cloître des Cordeliers, et cette prison qu'ils appelaient la prison allemande. Et c'est des informations que j'ai pu recouper avec un fond qui n'est pas du tout rattaché au fond de la prison d'Autun, mais il y a un petit fond au code 559.2, je crois, à Mâcon, qui donne justement l'historique de un peu ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, on a des documents très clairs sur l'ouverture et la fermeture du cloître des Cordeliers. Parce qu'à l'époque où je faisais mes recherches, et c'était assez frais après la guerre, puisque c'était dans les années 75-80, bon, j'ai rencontré tous les anciens chefs de banquier du Morvan, ainsi de suite, et puis des déportés, beaucoup. Maintenant, tous ces gens-là ont disparu pratiquement. On est en 2023. Alors, je voudrais spécifier aussi moi, je n'appellerai pas la prison d'Autun la prison allemande. Non, c'est effectivement la dénomination que j'ai trouvée dans les archives. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite des conventions d'armistice, l'administration française de Vichy a toujours voulu marquer sa présence durant l'occupation et son importance. Et toute l'administration française, une grande partie à 95%, les principaux responsables avaient prêté serment à Pétain, à l'État français. Et d'après ce que je sais, notre prison, la prison d'Autun, est toujours restée dans le cadre de l'administration pénitentiaire, et qui a été même renforcée à partir de 41-42 par des gardiens français, dont un dénommé assez terrible, dont je vous expliquerai en détail tout le processus le samedi du colloque. Voilà. Et puis, il y a eu des gardiens allemands qui doublaient, pour ainsi dire, les gardiens français. Mais tout ça restait sous l'administration pénitentiaire française.
qu'est-ce que je peux encore, par rapport à votre exposé, énoncer? Alors, une chose aussi que je ne savais pas, c'est que ces malheureux gens du voyage avaient été internés dans un petit camp à côté d'Autun, à Margène. À Margène, oui. Et Margène, je connaissais bien parce que, après la guerre, en tant qu'enfant, il y avait le crassier de Margène, comme les crassiers des Télots. Vous savez, il y a les deux. Bon. Et à Margène, il y avait aussi les mines d'Autun, de schiste, déversaient aussi en partie leurs fouilles à Margène. Et nous allions à Margène très souvent. Alors, et ce crassier a disparu, évidemment, parce qu'on s'en est servi pour faire des autoroutes. Bien, et je ne savais donc pas qu'il y avait là de malheureux gens du voyage qui ont été internés avant de disparaître dans les camps allemands. Et si vous connaissez le crassier, en fait, le camp d'internement se trouvait... Alors, on a la maison de la mine avec le crassier qui était juste derrière. Et en fait, si vous allez de l'autre côté de la route par rapport à la maison de la mine, le camp était juste là. Il était caché là. Ouais. Il ne devait pas être très nombreux de toute façon, je pense pas. Non, on parle d'une vingtaine de familles qui correspondaient à peu près 70 ou 80 personnes. Oui, une centaine de personnes. C'est ça. Oui, très bien. Donc, on a des recherches complémentaires. Tout à fait. C'est très intéressant. Mais mon ami Isaac Milman, dont vous avez parlé tout à l'heure, et avec lequel il est venu... Alors, là, pourquoi il a eu du mal, cet homme, à retrouver la prison d'Autun? C'est qu'en 1950, la prison a été supprimée. 55, voilà. Et c'est devenu un garde-robe. Donc... Lorsque Isaac essayait de se renseigner, la prison d'Autun lui disait non, il n'y a pas de prison à Autun. Il y avait les gens un peu âgés, âgés à peine, qui disaient il n'est pas tombé sur les bonnes personnes. À chaque fois, on lui disait non, mais il n'y a pas de prison à Autun. Voilà. Et grand concours de circonstances, il est venu s'installer à Autun, la maison Dîmes. Et le grand PDG de Dîmes était un cousin à Isaac Milman. Ah. Et au cours d'un repas, évidemment, ils échangeaient. Et alors, M. Bernstein a dit « Mais je vais essayer de chercher auprès de mes ouvriers. » Et là, il est tombé sur des gens qui lui ont dit « Mais si, il y avait une prison à Autun, mais elle a disparu. » Et à partir de ce moment-là, il a pris contact avec la mairie d'Autun, qui me l'a renvoyé, et on l'a accueilli, et ainsi de suite. Et si ça vous intéresse, on a des photos d'Isaac Milman qui vient en repérage, qui vient retrouver l'endroit où il a été séparé de sa maman. Et ils ont été pris sur la ligne de démarcation du côté de Gueugnon-Digoin. Je sais pas exactement. Un peu plus loin, là. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai trouvé, il y a peu de temps, j'ai un autre témoignage dont je vous ferai part, d'une famille aussi qui est arrêtée à Autun, une famille juive avec un groupe. Et le groupe est vendu par leurs passeurs. Et alors là, ils n'ont pas eu le temps d'aller vers la ligne de démarcation. Ils étaient en train de se restaurer en face de la gare à Autun, une trentaine de personnes. Et la FEL gendarmerie, sur dénonciation du passeur, est venue les prendre pour les emmener à la prison. Okay. Et là, même processus, c'est un gendarme qui, moyennant, évidemment, il prenait beaucoup de risques, mais moyennant finances et des bijoux, a séparé les enfants de ce groupe pour les emmener dans une ambulance à l'hôpital d'Autun, où ils ont été sauvés grâce à des filières qui les remontaient sur Paris. C'est assez compliqué, toutes ces histoires. Et si vous avez des... Alors, j'ai donc des renseignements aussi concernant le fameux responsable de la Gestapo d'Autun, qui, avec le gardien-chef, a transformé cette prison en véritable enfer. Et ça, je vous en ferai part lors de ce samedi.
le dénommé Stukli, qui était un interprète, un transfuse de la Légion tchèque qui était réfugié en France en 1940, et un grand opportuniste qui a été récupéré retourné et récupéré par la Gestapo et envoyé à Autun comme responsable, interprète à la Feldgendarmerie, à la commandanture d'Autun. Si vous avez des questions... C'est ça, est-ce que moi j'en ai une petite, voilà, mais si vous avez envie de profiter de ce moment pour poser des questions, même certains d'entre vous, peut-être que ne connaissent pas du tout cette prison d'Autun, n'hésitez pas, c'est le moment aussi d'avoir des informations avec des gens qui savent beaucoup de choses. J'ajouterais un petit mot, mais on en reparlera évidemment lors de ce samedi. Cette prison était dans un état lamentable. Et il y avait en gros, dans toutes les prisons françaises en 1939, 19 000 détenus. Et en 1944-45, 55 000 détenus. Dans des prisons qui étaient dans un état catastrophique. Et devant l'aggravation de cette situation, donc il y a eu une commission d'enquête quand même envoyée par l'État français et devant le rapport de cette commission présenté à Laval et puis à Darlan surtout, l'amiral Darlan avait dit oh ben écoutez, c'est pas compliqué, vous avez qu'à en fusiller quelques-uns, ça fera de la place dans les prisons. Grand collaborationniste, l'amiral Darlan. Oui, qui a été exécuté lorsqu'il était après le débarquement américain en Afrique du Nord par un agent gaulliste, Bonnier de la Chapelle. Voilà, autrement sur la prison, oui, je vous en prie. Non, si vous avez des questions. Pendant la guerre, il restait combien de temps en général dans la prison, les gens, et monsieur Pagnard en particulier, il est resté combien de temps? Si j'ai bien compris, il n'est pas resté très longtemps. Lui, il dit entre 2 et 3 mois. Oui. Mais alors, c'était c'était sous le règne de l'arbitraire pour le coup là des Allemands, puisqu'il n'y avait aucune procédure judiciaire, c'est ce que je vous expliquais. Donc c'était le temps que quelqu'un se dénonce. Alors peut-être Caroline, toi tu as des éléments là-dessus Il dit 3 mois. Voilà. Et il dit 3 mois précisément parce qu'effectivement il ne compte pas toutes les nuits. Donc je pense que ça, au bout d'un moment, tu décomptes beaucoup les jours quoi, quand tu fais ça. Et il dit aussi qu'effectivement il a pu être libéré parce qu'à Épinac, le village s'est organisé pour qu'un enfant simple d'esprit, dit-il, soit dénonce comme le responsable de l'attentat, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est de sa faute puisqu'il est simple d'esprit et que ça fasse libérer ceux qui ont été incarcérés dans la prison. Et ça marche, puisque chez Gagnard sort de prison à ce moment-là. Oui, puis c'était au début de la guerre, donc la collaboration battait son plein. Et ce qu'il faut aussi bien remarquer, c'est que l'administration française de Vichy essayait de maintenir son autorité, même sous la botte allemande, même si nous étions en zone occupée. Mais à Autun, vous aviez un sous-préfet qui faisait le rôle de préfet pour la zone occupée de notre secteur. Vous aviez toute l'administration française en place. Et les principaux responsables, tout le monde avait prêté serment à l'État français de Vichy. Et par exemple, pour répondre à votre question, on a justement avec la descendante de Max Poulot qui nous informe un peu très précisément de ce qui a pu se passer pour lui. C'est un peu le sujet sur lequel on va travailler dimanche sur ces archives-là, où on se rend compte que oui, c'est un arbitraire qui est très compliqué à comprendre, parce que lui, il va se retrouver en prison, jugé, il doit y passer un certain temps pour les faits qu'il a commis, et puis le préfet autorise sa sortie.
Max Poulot n'a pas eu de chance. Alors, je ne sais pas s'il a pas eu de chance. Non, non, c'est assez... Non, non, mais l'affaire Max Poulot, je ne vais pas m'étendre parce que c'est très trouble. Mais d'après sa version, il était dans une prison française et lorsque les Allemands ont envahi la zone non occupée, eh bien, ils ont pris... il était qualifié de militant communiste. Et en premier chef, les militants communistes étaient tout de suite considérés comme terroristes. Et donc, il a été déporté. Mais autrement, il était sous l'administration française. Et il a été incarcéré parce qu'il était militant communiste au départ ? Oui, c'est ça. Mais j'en parlerai. Il y a plusieurs groupes de résistants au Thunois qui ont été incarcérés. Entre autres, donc, en premier chef, les résistants, ceux qui étaient du PCF, du Front National. Ensuite, vous avez eu le réseau Alliance, qui a vu une quarantaine de membres de son réseau de la région arrêtés aussi. Et puis, après, à partir des années 43, à la suite du phénomène, enfin de la loi du STO, sur le STO, donc au début, à peu près 600 000 Français sont partis au STO. Mais vu les mauvais rapports envoyés par ces gens-là, qui avaient d'ailleurs le droit de revenir en permission en France et de repartir dans leur usine ou dans leur atelier en Allemagne ou dans des fermes, de moins en moins de Français ont voulu partir au STO et les jeunes donc sont partis. Il y a eu des combines pour les laisser dans des entreprises travaillant pour l'Allemagne en France, mais la plupart sont partis dans la clandestinité. Et là, vous avez le phénomène des maquis début 43 qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Et là, on a la résistance dans le Morvan et un peu partout, avec les sabotages, etc. Et là, on a une troisième vague d'arrestations dont bénéficie la prison d'Autun, malheureusement, donc de groupes de maquisards, quoi. Donc, en premier lieu, les communistes, ensuite le réseau Alliance, ensuite les gens des maquis. Et juste pour remettre un petit peu de perspective, ce qu'on comprend avec les archives, c'est que les temps d'incarcération anciens sont en fait en maison d'arrêt, sont assez... Enfin, ce qui était long à l'époque nous semble court aujourd'hui. Oui. Alors, il y a eu aussi, par exemple, pour le groupe de communistes arrêtés en début, disons, vers 1941, alors il y avait des problèmes aussi de logistique pour les transports. Il est spécifié dans les archives que j'ai en ma possession que ces gens-là auraient dû être en plein hiver, en janvier, février, transférés à Châlons. Mais comment les transférer? Il y avait beaucoup de neige, presque pas de véhicules, un seul bus qui faisait le transport Châlons-Autun de 30 places. Donc, on ne pouvait pas mettre ces gens... Voilà, le bus devait continuer à fonctionner, mais on ne pouvait pas envoyer... Il n'y avait pas de véhicule, et là, ce qui prouve aussi que l'armée allemande ne s'en occupait pas trop de ça, puisque l'administration française n'a pas pu transférer ces gens-là à Chalon-sur-Saône. Enfin, elle les a transférés, mais par petits groupes. Vous voyez ? À notre époque, ça paraît inimaginable. Maintenant... avec les moyens de transport actuels, bon. Mais à cette époque-là, ça posait des problèmes. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, par rapport à ces temps d'incarcération... Ah, pardon. Il y a quelque chose qui me trouble, c'est que vous dites qu'en 1944, il y avait 55 000 prisonniers dans la prison d'Autun. Ah non, en France. Au niveau national. Je me suis mal exprimé. Ah oui, parce que...
Ah non, là, on l'aurait su dans une ville de 20 000, même pas de 15 000 habitants à l'époque. Oui, non, mais... alors, ça faisait une surcharge énorme dans des prisons inadaptées. Complètement. Pas de chauffage, les sanitaires déplorables... en plus, une sous-alimentation terrible, des soins, on n'en parlait pas, et tout ça était aggravé par l'attitude de certains gardiens-chefs français, d'ailleurs, dont je vous parlerai plus tard, qui ont collaboré à fond avec la Gestapo. Alors, moi, j'ai quand même une question. Vous avez dit, il y a eu le chiffre de avant la guerre, combien il y avait de personnes j'ai dit, dans les années 39, il y avait dans toute la France 19 000 incarcérations. De 19 000 jusqu'à 55 000, déjà c'est énorme la reconnaissance, sachant qu'en plus c'était juste ce qui était dans les prisons. Oui. Et donc c'est-à-dire qu'on ne compte pas du coup tous les gens qui du coup ont été déportés. Ah ben en général, et donc, oui, c'est ce qui restait à la fin. Voilà. En plus de ceux qui ont déjà été déportés par de multiples convois, voilà. Ah ben oui. Complètement, il faut, parce que les fermetures des maisons départementales, des maisons d'arrêt, il va y avoir une première vague dans les années 20. Celle de Autun va réouvrir quand même, elle ferme en 27, elle réouvre dans les années 30, puis elle va redurer 4 ans, puis là il y a des fermetures. Et en fait, toutes ces prisons, c'est plusieurs centaines de prisons, je crois 200 à 300, qui vont être fermées à partir des années 20 jusque dans les années 30. Elles vont quasiment toutes être ouvertes en 39, parce qu'on sait qu'il va falloir enfermer les gens en masse. Et dans un état déplorable, voilà. D'après des enquêtes même de l'État français de Vichy. Vous imaginez une prison qui n'a pas servi depuis 20 ans, à quoi ça peut ressembler. Et ce qui est étonnant aussi, quand on regarde la prison d'Autun, c'est que, alors pendant cette période de la guerre, elle est remise en route, mais elle n'est pas vraiment rénovée, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Mais ça va continuer encore pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tous les prisonniers de droit commun hors période de guerre vont être enfermés dans un lieu, dans un état déplorable. La prison d'Autun, il y avait une 60aine de cellules. On en a 48. 48, oui. Alors j'étais au-dessus. Alors, avec tout ce qui arrivait, elle était surpeuplée. Depuis sa création, à peu près. Des familles entières, la plupart du temps juives, entassées, restaient là 4-5 semaines, en général, avant d'être déportées. Et c'est là où on a c'est pas ces incidents, mais ces témoignages concernant les enfants qui sont séparés grâce à des gendarmes de la déportation. Et certainement, ça devait se faire. Les gendarmes français étaient obligés de donner une partie de ce qui touchait de la part des familles à des feldgendarmes allemands pour qu'ils ferment les yeux, parce que devant la prison, d'après le témoignage d'Isaac et d'autres, les camions qui emmenaient les familles, à côté des camions, il y avait cette ambulance qui emmenait les enfants par groupe de 4 ou 5 à l'hôpital d'Autun, où là, il y avait toute une filière. Donc, les Allemands fermaient les yeux tout en touchant des bakchiches, évidemment. Et de l'hôpital où il restait souvent 2-3 semaines, une filière les emmenait sur Paris pour que des familles d'accueil prennent le risque de les garder jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, tous ces enfants juifs ont été regroupés. Isaac avait 8 ans, donc il se souvient bien, avait 8 ans en 1942. Donc tous ces enfants juifs ont été regroupés dans un lieu d'accueil, dans la banlieue parisienne, et là évidemment l'armée américaine, parce qu'après la guerre, les restrictions étaient encore féroces en France. C'était pas facile. Donc, l'armée américaine apportait beaucoup de vivres, beaucoup d'attention à ces regroupements d'enfants juifs. Et au bout d'un certain temps, il y a eu des familles américaines
qui ont proposé de les accueillir, de les adopter, puisque en attendant que les parents reviennent, mais les parents ne sont jamais revenus. Et donc Isaac s'est retrouvé dans une famille très agréable à New York. D'accord. Et curieux retour des choses, il est devenu officier et il est parti en occupation en Allemagne. C'est l'ironie de l'histoire, tragique. En tout cas, M. Villard, je vous en prie. Merci infiniment.